Monsieur Jean-Philippe Piron, bonjour. Un grand merci de nous rejoindre dans cette journée où il nous semblait très important de donner la parole à un philosophe qui nous apporte une mise en perspective des questionnements qui sont les nôtres sur ce débat sur la fin de vie. Votre titre, c'est Que révèle-t-il de nous-mêmes? Jean-Philippe Pierron, vous êtes actuellement professeur de philosophie de la vie, la médecine et du soin à l'Université de Bourgogne, animateur de nombreux travaux de recherche. Vous avez été doyen de la faculté de philosophie de Lyon et vous avez publié de nombreux ouvrages dont Vulnérabilité, philosophie du soin, qui date d'un certain nombre d'années maintenant. Mais je peux vous dire que nous en avons fait notre miel avec mon époux, Jean-Luc, qui est médecin, moi qui viens de la philo. Un livre tout à fait percutant par l'analyse des situations, l'insertion dans des pratiques. Hein. Donc peut-être vous pourrez nous dire d'où vous est venu ce goût et cet investissement dans le monde de la santé. En tout cas, nous sommes curieux de vous entendre, hein, puisque vous parlez du travail du soin et du soin du travail aussi, donc c'est aussi toute une mise en questionnement. Merci d'être avec nous. Et donc, débat sur la fin de vie, que révèle-t-il de nous-mêmes? C'est à vous. Oui, merci beaucoup à vous et à vous tous en fait pour cette invitation et cette confiance que vous me faites. Ce titre, Débat sur la fin de vie, que révèle-t-il de nous-mêmes, pose la question de qui est ce nous-mêmes. Et donc l'enjeu, il est bien de savoir comment le débat sur la fin de vie, c'est une question qui est très intime. Qu'est-ce qu'il en est pour moi? Qu'est-ce que je voudrais de ma vie? Qu'est-ce que je pense de ma vie et de sa fin de vie? Parce qu'elle arrivera bien un jour. C'est bien sûr une question, en fait, pour l'entre-nous, de ceux et celles avec lesquels nous vivons intimement au cours d'un parcours de vie, nos proches, les gens de notre famille, nos amis. Et le nous-mêmes, c'est aussi la dimension, en fait, du collectif et de comment une société aussi se situe à son égard. Bref, il est question des trois dimensions du rapport à la fin de vie et à la mort que Jean Kelevitch plaçait sous la figure de la mort de moi, la mort de toi et la mort de l'autre dans sa dimension en fait générale. Dire ça, donc, c'est dire effectivement que la question de la fin de vie, c'est une question à la fois très intime et en même temps une question très vite sociopolitique, parce qu'elle interroge comment, dans une société donnée, on se représente, on accompagne et celui qui finit sa vie et qui, finissant sa vie, est pourtant encore un vivant. Bref, sitôt né, l'humain est assez vieux pour mourir, c'est une évidence et c'est une banalité. Mais cette question ne se déploie jamais de la même façon selon le temps et selon les géographies. Et donc, nous sommes, nous, dans un moment particulier du temps où cette question, effectivement, du débat sur la fin de vie, en fait, se fait dans le cadre des sociétés d'Europe occidentale, marquées par un certain nombre de traits sur lesquels je voudrais m'arrêter, qui contribuent à configurer comment nous comprenons ce que signifie finir sa vie et ce qu'elle devrait porter. Donc, je voudrais, dans un premier temps, m'arrêter précisément sur ce cadre général. Le cadre général, en fait, donc, de la société au sein de laquelle nous trouvons, en fait, on peut en isoler quelques traits. Et donc, je voudrais d'abord les présenter. Le premier trait, je ne les hiérarchise pas, bien sûr, mais le premier trait, il est marqué par le fait que nous sommes dans les sociétés où la question, en fait, de la fin de vie est fortement médicalisée. Avec et en raison ou grâce aussi aux effets en fait et aux réussites en fait de la médecine. Eh bien, cette médecine a augmenté d'une certaine façon la manière de prendre en charge à la fois la douleur et la souffrance en fait de l'humain malade et aussi en fait ces maladies en fait qui engendraient en fait des fins de vie très très précoces. Mais bref, l'extension du pouvoir médical, on le sait, a étendu aussi le champ des questions qu'elle soulève et faisant apparaître des situations en fait de vie qui sont aussi l'objet de questions et qu'on place parfois sous la rubrique de situations extrêmes ou de situations limites, comme bien, le sont ces situations particulières que
qu'est le coma dépassé, mais qu'est aussi, par exemple, la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, qui sont des formes en fait de vie quand même très très particulières. Nous sommes donc les contemporains du fait que nous pensons la question du rapport à la fin de vie quand même à l'intérieur du paradigme médical et à l'intérieur du monde médical, puisqu'on meurt pour l'essentiel, pour une grande partie en tous les cas, dans ce cadre. Le deuxième trait en fait qui me paraît majeur, c'est que nous sommes dans les sociétés qu'on peut appeler sécularisées, c'est-à-dire sans métaphysique officielle, des sociétés qu'on pourrait nommer autrement en fait comme post-chrétiennes, qui sont donc de ce fait marquées par un pluralisme éthique qui voit effectivement différentes traditions, différentes positions éthiques bien être en jeu quant à ce qu'il en est en fait de la fin de vie. Et notamment, on le voit très très bien, puisqu'il n'y a pas de métaphysique officielle, eh bien, on a des débats en opposant, par exemple, différentes conceptions qu'on se fera de ce que c'est que la dignité de la personne en fin de vie, une dignité éthique ayant une signification éthique à la manière de ceux qui promeuvent en fait l'idée d'un droit à mourir dans la dignité, au sens de l'association qui porte ce nom d'ailleurs, ou ceux qui diront que la dignité doit se penser comme une dignité certes éthique au sens de ce que je veux pour moi, mais aussi dans sa dimension en fait à la fois relationnelle et aussi ontologique, en disant que la dignité ne se perd pas si je ne suis plus capable de la reconnaître parce que je suis porté par d'autres. Bref, nous sommes dans les sociétés d'un pluralisme éthique et on pourrait faire l'hypothèse que finalement que le temps que nous sommes en train de vivre relève de ce que l'historien René Raymond appelait, après la sécularisation des institutions politiques et la séparation du théologico-politique, eh bien, nous serions les contemporains de ce qu'il appelait une sécularisation des mœurs, telles qu'aujourd'hui les traditions religieuses, le christianisme en particulier, ne pourraient plus porter pour l'ensemble de la société en fait des valeurs et des principes qui feraient loi, ou en tout cas normes ou ethos pour l'ensemble du collectif. Ce qui veut dire effectivement que dans le cas des sociétés sécularisées, ce pluralisme éthique, il peut avoir aussi tendance à se cristalliser dans des positions idéologiques qui opposeraient bien ceux qu'on placera par exemple sous la rubrique des conservateurs versus ceux qu'on appellerait les progressistes, dans certaines idées qu'on se ferait ici du sens du temps, la question étant de savoir qui juge et à partir d'où en fait qu'il y aurait ici ou pas un progrès. Le troisième trait, en fait, qui me paraît central, c'est qu'effectivement, la question de la fin de vie, elle est aujourd'hui portée et encadrée par les institutions humaines et notamment par cette grande institution, en fait, qui est l'institution du droit. Et raison pour laquelle on a cette étrange expression, d'ailleurs, dans le droit français, de loi bioéthique. Et je dis étrange expression parce que si on dit loi bioéthique, on dit qu'on est à la fois devant de la loi au sens juridique et en même temps devant de l'éthique. Mais cette idée de loi bioéthique, elle met l'accent sur l'idée qu'effectivement que la pratique médicale dans nos sociétés n'échappe pas au droit commun, même s'il y a un droit de la santé, et que ce droit de la santé doit être accompagné par précisément la législation. Et en fait, cette législation, elle met l'accent sur le fait que notre médecine, c'est une de ses caractéristiques, enfin du moins la médecine occidentale, disons biomédicale, on pourrait penser à d'autres médecines ici, si on pense aux médecines ayurvédiques, chinoises ou des tradis médecines, qui poseraient d'ailleurs comment finit-on sa vie dans ces sociétés type la société indienne par exemple, hein, ou les sociétés en fait d'Afrique subsaharienne. Bref, dans les sociétés comme les nôtres, notre médecine biomédicale est une médecine qui, pour être efficace, est une médecine parfois violente, et donc toujours dans des proportions, bien sûr, dans les rapports coût-bénéfice, mais cette médecine ne peut pas être délinquante, et pour ne pas être délinquante, elle est encadrée par le droit. C'est la dimension de sa juridicisation, pardon. Et donc, ce que font les lois bioéthiques et l'évolution des lois bioéthiques accompagnant précisément la question de la fin de vie, c'est de dire mais pourquoi euthanasie ou suicide assisté ou assistance ou bien sédation profonde et continue sont permis ou pas, sont légales ou non. Bref, l'état du droit, à sa manière, est une traduction de ce qu'une société a compris de ce qui serait juste et bon pour elle,
dans sa manière de pratiquer la médecine. Mais quand je dis traduction, c'est toute la question. Est-ce que c'est traduction avec un état de fait ou est-ce que c'est ambition de faire évoluer l'état de fait en disant que le droit ou que la législation devrait être en avance sur la société? C'est tout un débat en fait ici majeur. Un quatrième trait en fait qui me paraît central, c'est que nous sommes aussi dans les sociétés en fait qui sont marquées par l'importance de la société dite de la communication et des médias de masse et des réseaux sociaux, qui ont bien sûr tout leur intérêt parce qu'ils animent une manière en fait de penser la réflexion collective, mais qui font, et c'est peut-être la différence qu'il y a entre vous qui êtes ici réunis ensemble pour faire corps autour d'une question difficile et les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux ne font pas l'expérience du caractère abrasif de la présence, de la coprésence, de l'argumentation de l'autre. On ne peut pas, quand on est en présence ensemble pour se disputer, tout à fait en venir aux mains aussi violemment que lorsque on brutalise celui qui dit quelque chose avec lequel on ne serait pas d'accord sur les réseaux sociaux. Alors j'évoque ça pour dire effectivement que nous sommes probablement aussi marqués par un décalage entre le débat public tel qu'il se déploie dans la connaissance par corps des coprésences qui suppose une forme de discussion et de dispute et de friction, et le type en fait d'affinité par groupe de pairs en fait qu'encouragent les réseaux sociaux et qui encouragent aussi autour de la question de la fin de vie des débats en fait qui sont parfois peut-être plus en silo en fait qu'il n'y paraît. Enfin, peut-être deux traits pour terminer ce cadre très très général. Nous sommes dans des sociétés en fait qui sont marquées à la fois par un rapport très particulier à l'expérience de la limite. On le sent aussi bien du côté des questions d'écologie que du côté du rapport aux limites humaines, concernant aussi bien la question de la naissance, de la maladie ou de la fin de vie. Comment en fait nous vivons, comment nous vivons ou pas la limite comme insupportable. Hein. Et donc, cette question de la limitation, alors elle connaît bien sûr une volonté de s'affranchir de la limite par la toute-puissance en fait du technique ou de l'hubris en fait de la technique dans ce qui est encore un délire dans les positions qu'on trouve du côté du post-humanisme ou du transhumanisme, mais qui avant cela en fait disent effectivement attendre parfois peut-être de la technique qu'elle résolve des questions qui ne sont peut-être pas que des questions techniques. Et on voit très très bien qu'autour de la fin de vie et autour de la question de ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être une aide active à mourir, il est question effectivement de peut-être de croire qu'une solution une solution technique pourrait être apportée à des enjeux qui, autour de la souffrance engagée dans la fin de vie, souffrance qui n'est pas que la douleur, bien évidemment, eh bien, n'est pas qu'un problème technique. Donc il y a cette question donc du rapport à la limite qui nous interroge effectivement. Et puis il y a un dernier trait, je disais, qui est nous sommes aussi les contemporains, en raison du pluralisme éthique que j'évoquais précédemment, probablement d'une concurrence entre deux types d'anthropologie, entre deux manières en fait de concevoir ce qu'est l'humain et sa liberté, une conception disons libérale au sens du libéralisme. Voire peut-être du néolibéralisme, avec d'ailleurs tout ce qu'on peut avoir derrière cela, tout ce qu'il peut y avoir ici d'inquiétant sur les enjeux en fait économiques attachés à la question en fait de la fin de la vie. Bref, une opposition entre deux conceptions de la liberté, donc la tradition, je disais, libérale ou néolibérale d'un côté, ou du libéralisme, et celle fait d'une conception de la liberté nourrie de la culture du bien commun, qui donne finalement deux options très très différentes, puisque dans le premier cas, on pense la liberté essentiellement comme affranchissement à l'égard de toute forme de limite et de dépendance, comme si toute dépendance était potentiellement la source d'une aliénation, d'un enfermement, et donc cette posture-là revendiquera à ce moment-là effectivement la dépendance comme une déchéance, là où une autre conception de la liberté, qui parlera en fait cette fois-ci une autonomie dans la conscience des dépendances, donc une autonomie qu'on pourrait appeler ici relationnelle, consistera à dire que nous sommes ce que nous sommes parce que nous le sommes aussi en raison des relations en fait qui nous soutiennent dans l'être, qui nous permettent d'être reconnus comme sujets humains, même lorsque nous pensons que nous sommes en fait devenus méconnaissables. Et c'est donc un enjeu ici de fraternité, d'une certaine manière, pour
notre tradition républicaine, de se dire finalement que signifiera être fraternel ou sororal à l'égard en fait de l'autre qui finit sa vie lorsque celui-ci devient méconnaissable. Ça m'amène donc au second temps de mon propos qui sera beaucoup plus court, qui est effectivement que cette question de ce choix de société, en définitive, qui est engagé autour de comment nous comprenons la fraternité entre dire chacun doit décider seul pour lui-même ce qui est bon pour lui, indépendamment de tous les autres, ou au contraire, comment en fait nous pensons ensemble le souci de rendre l'autre et de permettre à l'autre d'être vivant et autonome jusqu'au bout, eh bien, elle commence à se déployer en fait dans le contexte français. Dans le contexte français, il y a donc d'abord cette idée que la question de la fin de vie fait l'objet d'un soin. Le soin, non au sens de ce qu'on entend ici, non pas uniquement au sens médical du terme, mais au sens de ce qu'on nomme parfois autour pratique de care, qui disent qu'effectivement que le soin n'est pas que de la médecine, enfin n'est pas que, je dis ça avec beaucoup de précaution, mais le soin est aussi de l'ordre en fait de sa dimension relationnelle. Comment je soutiens l'autre dans ses capacités à être sujet. Et donc, cette dimension-là me paraît centrale parce qu'effectivement, être soutenu et maintenu comme sujet, c'est un défi autour bien, de ce que l'accompagnement de la fin de vie dans nos sociétés en fait, a cherché à initier autour de la désignation de la personne de confiance ou de ce qu'on appelle les problématiques et directives anticipées. Mais là, on le voit, l'enjeu ici n'est pas qu'un enjeu simplement de compétences juridiques qui consisterait à nommer mon médecin, personne de confiance ou un proche, ou bien de rédiger mes directives anticipées. On voit très très bien que pour moi, pour vous qui êtes dans cette salle, que je ne vois pas, qu'est-ce que ça révèle de moi, le fait que j'ai à rédiger mes directives anticipées? Qui parmi nous a déjà rédigé ces directives anticipées? Et qu'est-ce que ça signifie pour ma vie que de reconnaître qu'effectivement, via cette directive anticipée qui dit voilà ce que je ne voudrais pas en termes d'obstination déraisonnable, en fait, pour moi, quant à la question de finir ma vie, eh bien, comment cette question, elle est modulée au fur et à mesure que je traverse le temps de la finitude et de parfois de l'expérience en fait de la dépendance. Donc ça veut dire aussi comment nous aidons nos contemporains à rédiger ces directives anticipées. On a le droit à le faire, mais comment le fait-on? Comment accompagne-t-on? Il y a là, je crois, un vrai défi social parce que ça veut dire se réapproprier la question de la fin de vie comme une question personnelle et pas une question que nous déléguons à d'autres, à des professionnels. Ça m'amène à une deuxième observation, c'est qu'effectivement, ce qui se joue autour de la fin de vie dans nos sociétés, c'est un enjeu, en fait, je disais, éthique, social et politique, et pas simplement qu'un enjeu médical. Nous savons une bonne partie de l'accompagnement de la fin de vie se place aujourd'hui notamment en fait sous la rubrique des pratiques dites palliatives ou de la médecine dite de soins palliatifs, qui est devenue une spécialité médicale. Cet aspect en fait de la médecine palliative, elle dit quelque chose d'extrêmement important, c'est que palliatif ne veut pas dire qu'on peut rien faire, ça veut dire en fait qu'on soulage toute douleur, qu'on évacue toutes les problématiques des douleurs en fait réfractaires. En tout cas, on travaille en ce sens, en prenant soin, comme on le dit souvent pour résumer l'intention des soins palliatifs, c'est qui consiste à dire non pas de rajouter des jours à la vie, mais de rajouter de la vie au jour. Cette formule est très belle parce qu'elle dit que l'enjeu n'est pas simplement de faire que la fin de vie soit un enjeu de survie au sens biologique du terme, mais bien un enjeu d'existence pour permettre à l'autre d'être reconnu et d'être encore existant tout au long en fait de son parcours de fin de vie qui est encore une vie, je le répète. Mais donc dire ça, c'est donc dire que la fin de vie n'est pas qu'un enjeu de spécialité médicale. Les soins palliatifs questionnent comment nous avons délégué, tous autant que nous sommes, citoyens et citoyennes, si je puis dire, aux médecins, aux soignants plus généralement, des enjeux qui ne sont pas que les leurs. Bref, ça interroge comment les soins palliatifs sont l'occasion pour la République française, autour de ces grands idéaux qui promeuvent des droits, la question de la liberté et la question de l'égalité, eh bien, comment elle est l'occasion pour nous de réfléchir sur ce que c'est que la fraternité à l'égard de tous ceux qui finissent leur vie, alors dans des situations extrêmes, en situation de soins palliatifs, mais aussi dans les structures de
de gériatrie en particulier. Enfin bref, comment nous pensons que effectivement finir sa vie, c'est encore l'enjeu en fait d'inventer des lieux d'existence, des lieux de promotion en fait des sujets, et pas simplement ici des lieux de soins. Bref, les soins palliatifs sont un défi en fait pour nos sociétés, en tant qu'effectivement elles interrogent comment nous faisons exister la fraternité jusqu'à cet endroit où l'humain engage un ultime combat dans sa vie. Ça veut dire effectivement qu'il y a là un enjeu anthropologique considérable, qui est de dire que, effectivement, une fois qu'on a lutté contre la douleur, quel type de conception de l'humain soutient-on? Est-ce que nous pensons à un individu atomisé, seul seul à décider de ce qui serait bon pour lui, y compris concernant la fin de vie, et imposant, entre guillemets, je le dis ça avec plein de prudence parce que le mot est trop violent peut-être, mais demandant en tout cas à des soignants de mettre un terme à sa propre vie autour de la problématique du suicide assisté, donc qui interrogerait effectivement comment ici les soignants sont dans leur propre pratique confrontés à un dilemme aujourd'hui entre ce qu'on exige d'eux dans l'accompagnement à la vie et cette manière de se dire qu'est-ce qui serait, est-ce que cette pratique, non plus de la sédation profonde et continue, mais celle de ce qu'on appelle aujourd'hui aide active à mourir, est-ce que ça pourrait être un soin et si oui, à quelles conditions? On voit très bien que c'est un dilemme éthique profond pour les soignants à qui nous déléguerions la responsabilité d'avoir ce geste si la loi française devait être modifiée en ce sens, mais c'est un dilemme éthique que nous devons nous approprier nous-mêmes en se disant qu'est-ce que nous pensons effectivement de l'accompagnement de ceux qui vivent leur dépendance. Bref, leur dépendance dans la fin de vie, une fois qu'on a lutté contre la douleur. Bref, donc je m'arrête ici donc pour dire effectivement qu'il y a un enjeu massif à rééthiciser, resocialiser et repolitiser la question en fait de débat sur la fin de vie dans la pluralité de ce qui traverse nos sociétés, parce qu'effectivement, cette question-là, c'est un enjeu, comme on le dit, de vie ou de mort, quant à une certaine idée que nous voulons faire vivre, en fait, de ce que c'est que la fraternité entre nous, dans ce qu'elle a effectivement de difficile, parce que nous le savons, la fraternité n'est jamais facile, elle est une conquête heureuse, mais elle est une conquête. Merci beaucoup. Deux questions peut-être en lien avec ce que vous avez développé. Une qui concernerait l'accompagnement de fin de vie dans une situation où cette fin de vie est fortement médicalisée, dans un contexte de pluralisme éthique. Comment on pourrait imaginer que cet accompagnement soit beaucoup plus pris par des équipes qui intégreraient des citoyens, des personnes de la famille, etc., comme c'est plus ou moins inscrit déjà dans la loi Néonetti, hein, mais on sait que dans les faits, cet accompagnement demande du temps, c'est très difficile et c'est pas forcément toujours dans ce sens-là que ça se joue. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait une évolution dans cet accompagnement moins médicalisé, pris en charge plus largement dans les proches, etc. Et puis, en ce qui concerne les soins palliatifs, quels sont les freins qui font qu'il n'y ait pas une vraie culture palliative qui s'inscrive dans la formation des futurs étudiants, dans leur futur exercice de la médecine, et du côté des soignants, dans une formation continue qui leur montre que ça honore vraiment leur cœur de métier d'entrer dans cet accompagnement de la fin de vie. Voilà, merci si vous pouvez nous éclairer sur ces deux points. Oui, merci pour ces très belles questions. La première question en fait que vous posez, elle incite, comment dire, toutes et tous, enfin que nous sommes, et à commencer par les soignants, mais plus généralement, elle incite en fait à imaginer plus pour mieux vouloir. Vous faites un appel à l'imagination, ça me paraît central. Et donc, j'y répondrai en fait pour ma part en disant en fait que probablement que
on pense souvent la question de l'accompagnement et de la fin de vie en disant eh bien, comment quelqu'un finissant sa vie va vers l'hôpital ou va vers l'unité de soins palliatifs. Eh bien, la question que vous posez, c'est l'inverse. C'est-à-dire, en fait, comment les unités de soins palliatifs, et plus généralement, en fait, l'hôpital peut être un lieu qui va vers la société en provoquant, en fait, cette dernière à penser et à s'approprier les enjeux qu'on lui a délégués. Et de ce point de vue-là, en fait, il y a un vrai enjeu. Hein. Je vais prendre simplement un exemple peut-être qui permet d'illustrer en fait ce à quoi vous m'invitez d'une certaine manière. Hein. Il peut y avoir une fonction, je dirais, pédagogique, par exemple des unités de soins palliatifs, mais plus largement en fait du soin, qui est effectivement comment on équipe les citoyens et les citoyennes. Je reprends ce vocabulaire parce qu'on est dans une semaine sociale. Eh bien, comment on équipe donc les citoyens et les citoyennes pour s'approprier les questions en fait difficiles, qui sont complexes surtout en fait, qui sont attachées à la fin de vie, pour en montrer le caractère justement de libérant et sûrement pas ici aliénant. C'est-à-dire en l'occurrence, par exemple, si on proposait des ateliers de rédaction des directives anticipées pour des gens qui ne sont pas déjà présents dans ces institutions. Il y a des médecins, des cadres de santé, des anciens infirmières ou infirmières qui font ça de ci, de là. Bref, c'est un exercice de soi et un exercice collectif qu'on pourrait faire, j'ose le dire, peut-être que je vais faire lever en fait l'Assemblée, j'en sais rien, mais pourquoi pas le faire ça dans ce qu'autrefois on appelait les MJC, enfin, dans des espaces, enfin, désenclaver en fait ces questions pour qu'elles soient appropriées en disant, mais finalement, comme écriture de moi-même, qu'est-ce que j'ose me représenter quant à ma fin de vie pour qu'elle soit une directive que j'anticipe effectivement, mais auquel je donne corps et qui soutient le corps à la fois médical, mais aussi le corps social. Parce que l'enjeu, il est de ne pas abandonner en fait ceux qui souffrent ou qui sont des situations en fait ici difficiles. Le second aspect de votre question, d'abord, il rappelle une chose que je n'ai pas dit dans mon propos, c'est qu'on le sait, les projets en fait de soins palliatifs, eh bien aujourd'hui connaissent aussi une forme d'inégalité territoriale, puisque ceux-ci ne sont pas généralisés à l'échelle planétaire. Enfin, à l'échelle planétaire, oui, c'est vrai, mais à l'échelle déjà au moins de la France et plus largement en fait de ces départements, y compris en fait d'outre-mer. Et donc ça pose une vraie question en termes d'égalité cette fois-ci devant les droits hein, et de chacun et chacune devant la loi. Et disant par conséquent en fait pourquoi vouloir encore légiférer un peu plus loin sur la question en fait d'une aide active à mourir alors que eh bien les soins palliatifs n'ont pas été évalués dans leur fécondité et n'ont pas été généralisés. Mais votre question ne se situe pas tout à fait à cet endroit-là. Elle pose la question de la formation. Et de fait, la question en fait de la formation, elle interroge précisément le rapport que la médecine entretient avec la limite. Est-ce que la question de la guérison ou est-ce que la question de la mort et de la fin de vie n'est pas l'impensé de notre médecine? Et est-ce que les soins palliatifs sont pour la médecine le nom de son échec ou au contraire l'autre nom de ce qui fait sa grandeur, c'est-à-dire sa dimension relationnelle? Et probablement que ce que les soins palliatifs redisent à toutes les pratiques de soins et à tous les secteurs en fait des spécialités médicales, c'est qu'avant d'être une spécialité, la médecine, avant d'être une spécialisation, est une qualité d'attention à l'autre, reconnue dans son altérité, même lorsqu'il est méconnaissable, je redisais, à ses propres yeux. Et donc, se souvenir de ça, c'est donc de dire que les soins palliatifs, c'est pas qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut plus rien faire. C'est souvent comme ça, en fait, qu'on présente les choses. Mais cette définition est malheureuse parce qu'elle ne dit pas la grandeur, précisément, qu'il y a d'abord de la reconnaissance entre deux humains ou d'une institution, puisque c'est aussi une institution, en fait, la médecine ou l'hôpital, bien à l'égard, effectivement, du frère humain qui est là, présent avec d'autres. Et donc, ça dit ça. C'est comment, en fait, on intègre, comment notre médecine, qui a fait reculer des limites, ne les fera pas reculer toutes. Et que eh bien, ce rapport à la limite n'est pas le nom de son impuissance, mais le nom, effectivement, de la reconnaissance, en fait, de ce qu'elle a d'humain et de très humain.
Eh bien, écoutez, merci infiniment pour cet appel à l'imagination, à la redécouverte de la médecine comme un grand art de l'humain, euh, avec bien sûr tous les progrès de la clinique et de la technique qu'elle a su développer. Mais merci beaucoup et soyez certains que nous vous tiendrons au courant de la suite de nos travaux, avec grand plaisir. Et belle rencontre à vous et belle dispute au sens positif du terme. Oui, merci beaucoup.